Bonjour et bienvenue au Blind Show, votre émission sur les messages subliminaux dans les films et les séries télévisées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Get Out. Pour beaucoup, le film est un thriller, un film d'horreur captivant qui a d'ailleurs très bien marché car il a reçu une majorité de critiques positives aussi bien de la part de la presse que des spectateurs. C'est également un film qui a eu un énorme succès commercial car il a rapporté 175 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et 76 millions de dollars dans le reste du monde. Il a donc totalisé un chiffre record de 254 millions de dollars au niveau des recettes mondiales. Pour un casting d'acteurs qui n'était pas connu, c'est super bien réussi. C'est pourquoi ce film a reçu cette année l'Oscar du meilleur scénario. Ce film est une production de la firme Universal Studios, dont le scénario et la direction ont été faits par Jordan Peele. Il s'agit du premier film du réalisateur Jordan Peele. Jordan Peele est surtout connu pour avoir joué dans la série à sketch humoristique Key and Peele du Comedy Central. En apparence, ce thriller traite d'une simple relation de couple interracial entre un jeune homme noir, Chris Washington, qui était photographe, et sa petite amie blanche, Rose Armitage, dont il va aller en week-end chez ses parents. Avant le départ, il va demander à sa copine si elle a prévenu ses parents qu'il était noir. Cela semble donc une simple histoire de couple romantique, mais tout au long du film, on va se rendre compte que les choses vont se corser. Le premier élément intéressant à notifier est que lorsqu'on évoque les relations interraciales, on parle souvent des relations entre noirs et blancs. Il n'est pas commun de parler de relations entre un noir avec une indienne ou un noir avec une asiatique par exemple. Ces relations existent pourtant, mais elles sont très minoritaires comparées aux relations entre noirs et blancs. Et pourquoi cela ? Eh bien, l'un des facteurs principaux, c'est qu'il s'avère que parmi ces communautés, que ce soit bien indiennes ou asiatiques, elles sont fortement ancrées dans leur identité culturelle. Il y a également une forte socio-économique dans ces différentes communautés. C'est pourquoi elles peuvent se permettre de vivre en vase clos, sans trop de mixité, si l'on peut dire. Ce n'est pas le cas de la communauté afro-américaine. Un autre élément intéressant à notifier est qu'aux États-Unis, on parle souvent d'afro-américains pour désigner l'origine ethnique des Noirs américains. Mais en même temps, il est très rare d'entendre parler d'Asiatiques américains ou d'Européens. La population blanche, qui a des origines européennes, ne se définit donc pas en tant qu'Européen américain. Pourtant, elle a des origines européennes, que ce soit italienne, polonaise ou irlandaise. Ils se considèrent simplement et se qualifient en tant que citoyens américains. Or, il n'en est pas de même avec les Noirs américains qui sont là depuis plus de 400 ans. Ils sont systématiquement appelés African Americans, c'est-à-dire Afro-Américains. Les Indiens sont aussi qualifiés de Native Americans, c'est-à-dire d'Américains de souche. La dénomination linguistique attribuée à chacune des communautés reflète le rang, le rôle et la place hiérarchique qu'elle occupe dans la mosaïque culturelle que composent les États-Unis. Il est également important de souligner un autre élément factuel majeur aux États-Unis. Il n'existe pas de ministère de la culture aux États-Unis. Effectivement, il n'y a pas de ministère de culture aux États-Unis. Il en existe néanmoins un substitut qui s'appelle le National Endowment for the Arts. La plupart des manifestations culturelles aux États-Unis, que ce soit les concerts, les expositions, les vernissages, sont financées soit par des institutions privées ou tout simplement par les communautés elles-mêmes. L'éducation culturelle de la plupart des citoyens américains est faite par les masses médias tels que CNN, ABC et bien sûr par Hollywood. Ces organismes sont donc des liens culturels qui cimentent la culture nationale américaine. Ceci explique pourquoi culturellement la nation américaine est très peu cultivée et très peu ouverte aux autres cultures. Ils ont appris très tôt à se considérer comme étant le centre du monde. Passons maintenant à la première représentation subliminale, celle du chevreuil. Lorsque le jeune couple était sur la route, vers la maison familiale, ils ont heurté un jeune chevreuil sur la route. Chris a longuement regardé la dépouille du chevreuil mort. Pourquoi donc ? Ensuite, une fois arrivés dans la maison familiale, ils ont raconté aux parents l'accident qui leur était arrivé sur la route avec le chevreuil. La réponse des parents était que ce n'était pas un accident, mais un simple incident, car ce n'était rien d'autre qu'un chevreuil en moins. Que représente le chevreuil subliminalement ? Le chevreuil représente les jeunes noirs américains abattus par la police américaine sur les routes.
Ce n'est qu'un noir de plus qui est abattu. Ce n'est pas bien grave. C'est pourquoi Rose dira dans la chambre en quoi mes parents sont différents de la police. Car la police a le droit de tuer les jeunes noirs américains. Subliminalement, Chris se revoyait dans le jeune chevreuil abattu. La musique de fond, d'ailleurs, a toute son importance. Les paroles de la musique sont en Swahili. Le Swahili est une langue parlée dans toute l'Afrique de l'Est et dans certains pays de l'Afrique centrale. Les paroles de la musique signifient simplement « Enfouis-toi en courant ». Écoute notre appel et enfouis-toi en courant. Par cette musique le fond, Jordan Peele met en référence que Chris reçoit l'appel de ses ancêtres à travers son intuition. Et ses ancêtres l'exhortent donc à rebrousser chemin pour ne pas aller donc dans la maison familiale de la famille Armitage. C'est aussi un chevreuil que Chris utilisera pour se libérer lorsqu'il sera emprisonné. Cette fois-ci, ce sera un chevreuil adulte avec des cornes. Le chevreuil adulte symbolise l'émancipation de Chris qui, maintenant adulte, parviendra à se détacher de la victimisation et à reprendre sa liberté et sa dignité humaine. Après avoir percuté le chevreuil, par accident, le policier va demander à Chris de montrer son identité, et Rose va fermement s'y opposer. Subliminalement, cette scène retranscrit le fait que chaque jeune afro-américain tué par la police n'est ni identifié ni répertorié. Il y a très peu de poursuites judiciaires qui aboutissent contre les bavures policières et dans la plupart des cas, la pire des choses qui puissent leur arriver est d'être simplement démis de leurs fonctions, sans aucune poursuite judiciaire ni même condamnation. Il est donc inutile de répertorier leur identité, car il n'y a aucun suivi dans les enquêtes. Cette triste réalité est très bien illustrée dans le film, lorsque son ami de la TSA, Rodney Williams, ira à la police où il ne sera pas pris au sérieux. Les policiers ne tiendront pas compte de ces informations et vont même considérer ces informations comme une plaisanterie. Jordan Peele, le réalisateur, met en avant une triste réalité du traitement de faveur qui se passe actuellement dans le système américain. Heureusement, le père de Rose est par contre très ouvert, car non seulement il a 2 domestiques noirs dont il n'a pu se séparer de par les liens qu'ils ont tissés, et de surcroît, il aurait même voté Obama une 3e fois s'il le pouvait. Le président Obama a été le 44e président des États-Unis. Il a été élu le 4 novembre 2008, puis a été réélu le 6 novembre 2012 pour son 2e et dernier mandat. Lorsque la communauté noire américaine fait le bilan de sa présidence, il s'avère qu'il a favorisé toutes les autres communautés, excepté la communauté noire. En effet, Obama a été le président qui a le plus agi pour la communauté LGBT, lesbiennes, gays, transsexuels, bisexuels, en allant jusqu'à promulguer 3 lois fédérales et favoriser 250 000 emplois pour la communauté LGTB. Il a également favorisé la loi d'immigration pour les communautés hispaniques. Il a favorisé la discrimination salariale des femmes. Par contre, pour les communautés afro-américaines, les choses se sont détériorées, dégradées depuis le mandat d'Obama, car le niveau d'éducation scolaire n'a pas évolué, le taux de chômage a grimpé, le taux d'incarcération dans les prisons a grimpé, toujours pour la communauté afro-américaine, le taux de criminalité dans les quartiers défavorisés a également grimpé, et le taux de bavure policière sur les jeunes hommes noirs ont drastiquement augmenté également. La population américaine avoisine les 327 millions d'habitants. La population noire représente 13% de la population globale américaine, et elle est donc une minorité ethnique. D'après le Black Demographic, qui est une source sûre, 27% de la population afro-américaine vit sous le seuil de pauvreté. Je répète, 27% de la population afro-américaine vit sous le seuil de pauvreté. Or, la communauté ethnique afro-américaine représente 13% de la population totale américaine qui font 40 millions de Noirs américains. Et 27% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. Voilà pourquoi Obama n'a été qu'un symbole de progrès dans la communauté afro-américaine, car la situation s'est même empirée lors de son mandat. Trump reconnaît lui-même que son prédécesseur n'a rien fait pour la population nord-américaine. D'où la question de l'asiatique. À Chris, est-ce plus difficile de vivre maintenant aux États-Unis ou avant? La question de ce monsieur asiatique est assez intéressante et même surprenante, car les Noirs américains ont contribué à la construction à divers développements techniques aux États-Unis non reconnus à l'échelle nationale aux États-Unis. Cette question qui semble en apparence naïve sous-entend que la situation socio-économique des Noirs américains et leur place dans la société n'a toujours pas évolué depuis l'esclavage. Le fait que ce soit un asiatique qui pose cette question
voudrais peut-être subtilement mentionner que durant le 7e siècle, durant la dynastie des Tang et des Song en Chine, il y avait des esclaves africains en Chine dans la province du Canton, et ceux-ci étaient apparemment bien traités. Il y a donc eu des meilleurs rapports entre la Chine et l'Afrique, et certains peuples d'Afrique qui y ont fait du commerce et ont même pu s'y installer pour le commerce, y étudier et même pour des relations diplomatiques. Pour plus d'informations, il y a un livre très intéressant de l'historien Philip Snow qui s'appelle Star Raft, qui parle de la relation entre l'Afrique et l'Asie au 7e siècle. Il y a également un autre parallèle avec l'esclavage dans le film. C'est la scène où le père de Rose organise le jeu du bingo. Le jeu du bingo est une vente aux enchères où le gagnant qui mettra la plus grosse somme se remportera la vie de Chris. C'est pourquoi le décor est funéraire et les invités étaient habillés en noir lorsqu'ils arrivaient. La vente aux enchères était également pratiquée lors de l'esclavage sur une place publique sous un vacarme comparable à une place boursière. Par contre ici, tout se passe et se fait en silence, à l'insu du concerné, c'est-à-dire Chris. Il est essentiel de rajouter que durant le mandat d'Obama, plusieurs bases américaines se sont multipliées en Afrique, très exactement au Mali, au Niger, au Nigeria, en Somalie, en RDC, au Tchad, au Burkina Faso, pour avoir une main sur les matières premières de ces pays. Pour plus d'informations sur ce sujet, il y a un article du journaliste américain Adam Taylor dans le Washington Post du 21 mai 2014 et également l'article de Catherine Watson du CBS News du 21 octobre 2007 qui va en profondeur sur les bases américaines qui se sont installées en Afrique. Force est de constater que la politique du Parti démocrate et au niveau international est similaire à celle du Parti républicain. America First, God Bless America. La minorité ethnique noire des États-Unis ne voit pas qu'elle se fait rouler par le Parti démocrate. Ce qui n'est pas le cas par contre de l'aveugle, qui non seulement a pu voir toutes les photos de Chris, mais pourra aussi bénéficier des yeux de Chris pour avoir à nouveau remporté la mise aux enchères du jeu bingo. Cette métaphore est très intéressante car c'est l'aveugle qui voit tout ce qui se prépare pour Chris, alors que Chris, lui, qui a une vue parfaite et de surcroît est photographe, ne voit rien de ce qui va lui arriver. En effet, il a déjà été aussi hypnotisé comme le couple de domestiques de la maison qui sont Williams et Georgina. La seule solution pour eux est donc le flash de la caméra. Seul le flash de la caméra leur permettra de se réanimer. Le flash de la caméra représente le retour à l'identité, à la réalité, car tous les Afro-Américains dans la propriété ont été hypnotisés et lobotomisés par Missy. Ces Afro-Américains deviennent alors une conscience vide, une identité d'emprunt qui leur permet d'être des bons éléments exécutants. Lorsque Chris dit à Georgina qu'il ne se sent pas à l'aise entourée de beaucoup de blancs, elle pleure et elle lui dit que pour elle, par contre, tout va bien et qu'elle est bien traitée. Mais alors, pourquoi pleure-t-elle si tout va bien? Jordan Peele met en avant que dans la société américaine, certains Noirs renient une partie de leur identité pour pouvoir grimper dans l'échelle socio-économique. Ainsi, dès qu'ils atteignent une certaine aisance financière, ils se distancient des regroupements identitaires et communautaires afro-américains et ne se considèrent même plus comme afro-américains. C'est pourquoi Georgina pleure, car même si elle est acceptée, elle sait qu'elle renie une partie d'elle-même pour être acceptée. La caractéristique du masque social pour exister dans la société est pleinement abordée par le brillant psychiatre Frantz Fanon dans son livre Peau noire, masque blanc. Le thé est assez présent dans la consommation familiale. Il est servi à table lors de la première réunion familiale sous forme de thé glacé. Lors des séances d'hypnose de Missy sur Chris, elle utilise toujours une tasse de thé avec une cuillère. Mais pourquoi? La première hypnose subtile se fera lorsqu'ils sont tous réunis à table en buvant du thé glacé servi par Georgina, la servante qui s'avérera plus tard être la grand-mère de Rose. Chris va évoquer le décès de sa mère, renversée par une voiture lorsqu'il avait 11 ans. Cette première fois, il pourra résister à l'hypnose en frappant sa pulsion rythmique sur la table. La deuxième hypnose se fera dans le bureau de Missy. Celle-ci va de nouveau l'hypnotiser et le paralyser en utilisant une tasse en porcelaine contenant du thé et en envoyant sa conscience dans un endroit mental profond. Le lendemain, Chris se réveillera dans son lit et croira qu'il a fait un cauchemar, jusqu'à ce qu'il découvre en parlant avec Walter qu'il est bel et bien sorti cette nuit-là. Il se rendra aussi compte qu'il a perdu l'envie de fumer grâce à l'hypnose de Missy, qui a donc bien eu lieu. Pourquoi une tasse de thé? Que représente la tasse de thé subliminalement?
La tasse de thé représente le système libéral et industriel américain qui, pour se maintenir et prospérer, a dû utiliser une main-d'œuvre africaine. Le thé contenu dans la tasse représente le travail forcé subi par les Noirs américains durant l'esclavage. Le thé symbolise donc le travail du coton, le travail du tabac, le travail forcé, l'aliénation du système qu'ont subi les Afro-Américains. La cuillère, quant à elle, représente le fusil et toutes les autres armes à feu utilisées pour contrôler les Noirs américains lors de l'esclavage. Que représente le bureau de Missy et la cave où est attaché Chris? Le bureau de Missy représente quant à lui le système judiciaire américain, qui juge et condamne à des lourdes peines et de longues peines d'emprisonnement pour des faits mineurs, pour des faits sans preuve, une bonne partie de la population masculine afro-américaine. Le fait de plonger Chrissy dans un subconscient où il ne pourra pas s'en sortir est un parallèle du système judiciaire américain qui plonge dans un aller sans retour la population noire américaine au fond du trou, le trou étant la prison, c'est-à-dire la tôle. Un article du Figaro, publié le 8 mars 2017, stipule clairement que les Noirs américains, qui représentent 13% de la population d'après eux, mais comptent 47% d'erreurs judiciaires depuis 1999. Je répète, il y a donc 47% d'erreurs judiciaires depuis 1999 sur 2000 déclarations judiciaires faites aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un business très lucratif, celui des prisons privées. Afin de pouvoir justifier la construction de celles-ci et qu'elles puissent rapporter de l'argent aux actionnaires qui investissent et qui les financent, il faut les remplir. Prenons les chiffres. Dans une prison publique, un détenu rapporte environ 40 et 60 dollars par jour. Dans une prison privée, qui est plus intéressant pour les actionnaires, un détenu rapporte entre 150 et 200 dollars par jour. Donc, pour une prison qui contient environ 1000 prisonniers, le gouvernement devra payer 50 000 dollars par jour. Et dans une prison privée, ce sera le double. Il est donc très intéressant pour les actionnaires et pour les investissements privés de pouvoir construire le plus possible de prisons. C'est pourquoi il y a un taux d'incarcération massif dans les communautés ethniques et spécialement dans la communauté ethnique noire. Pourquoi? Parce que le business des prisons privées rapporte tellement d'argent qu'elles sont même cotées en bourse aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le business des prisons privées, vous pouvez donc trouver des informations sur le site Investopedia ou bien sur le site Zero Hedge. Au fin fond du trou, c'est-à-dire en prison en tôle, les détenus n'ont plus aucune place ni utilité dans la société. Ils sont donc réduits à des fonctions minimales de base, exactement comme les êtres lobotomisés dans la maison familiale Armitage. Comme Chris, ils sont hypnotisés. Ils voient et vivent le monde extérieur à travers un prisme. Le scénariste et directeur met brillamment en avant le fait qu'une fois au fond du trou, c'est-à-dire en prison, il n'y a que la télévision comme seul rapport et lien au monde. Il y a alors une réalité qui annule les capacités d'analyse critique et de raisonnement chez les individus afro-américains. Il y a aussi un autre facteur qui affecte la communauté afro-américaine aux États-Unis, c'est qu'il y a un shortage of men, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'hommes pour le nombre de femmes. Subtilement, le réalisateur met en avant qu'il y a moyen de sortir de ce piège. Et c'est ce que Chris fera lors du film, c'est-à-dire qu'il parviendra à se déconnecter. Comment fera-t-il? Chris se bouchera les oreilles avec des boules de coton pour empêcher d'être à nouveau hypnotisé par le bruit de la cuillère tournant dans une tasse. Les deux objets utilisés par Missy pour le contrôler et le manipuler à travers la télévision. La déconnexion permet donc la reconnexion à travers le coton. Alors que représente le coton? Le coton représente ici le retour à l'identité culturelle et l'histoire commune vécue par tous les Afro-Américains, c'est-à-dire l'esclavage. Le coton représente donc l'histoire commune vécue par tous les Afro-Américains. Cette histoire est le socle et le lien qu'ils doivent se réapproprier afin de pouvoir se rétablir en tant que nation identitaire. Seule la réconciliation à leur histoire commune et les combats qu'ils ont menés leur permettra de se reconstruire en tant que nation. C'est sur cette voie qu'ils seront capables de reprendre leur autonomie et de forger leur destin. Tout au long du film, on a pu constater que cette banale visite familiale du jeune couple avait été déjà pleinement planifiée de longue date par la famille Armitage. L'objectif de ce week-end était que les invités d'un certain âge avancé puissent bénéficier de tous les atouts naturels du corps de Chris.
Cette génétique, cadeau de la nature que le grand-père Armitage avait décelée chez Jesse Owen, il voulait la faire partager à des personnes déficientes. C'est ainsi qu'il a créé le Coagula. Ce film n'a rien d'un film d'horreur, car sa thématique principale traite des relations interraciales entre noirs et blancs aux États-Unis. Il traite aussi du pouvoir subtil qui est utilisé par le système politique américain, autant bien les démocrates que les républicains, qui maintiennent et excluent la communauté noire américaine de la sphère socio-économique du pouvoir. Il y a aussi un élément marquant, c'est le rôle joué par Rodney Williams, l'ami de Chris, qui était un agent des frontières de la TSA. Tout au long du film et jusqu'à la fin, il sera toujours opposé à cette visite familiale et mettra toujours en garde son ami du fait qu'il risque de disparaître. Rodney sera d'ailleurs la seule personne formée et capable de sauver Chris. Subliminalement, Rodney représente la conscience qui avertit de ne pas franchir la frontière au risque d'être perdu et même de perdre sa vie. Ce n'est pas un hasard s'il était donc un garde-frontière. La frontière à ne pas franchir n'est autre que la relation interraciale, car elle pose un préjudice à la communauté noire qui y est encore et toujours objectivée comme depuis l'esclavage. Les choses n'ont donc pas évolué. Et donc, le monsieur asiatique avait posé une question pertinente. Est-ce mieux avant ou maintenant d'être noir aux États-Unis? Voilà pour le film Get Out. Je vous remercie d'avoir écouté votre émission donc le Blind Show et j'espère que vous resterez fidèles à la prochaine analyse de film.